Micro. Bon, d'abord, moi je remercie beaucoup la librairie du Presse-Papier, alors qui fait un énorme travail, bon, en général, de libraire. Bonjour à tous. Voilà, donc on revient en arrière, c'était pour essayer la voix. J'oublie tout ce que j'oublie quand même. Oui, bonsoir, merci d'être là ce soir pour accueillir Thomas Rose et puis pour la rencontre que propose Dominique. Voilà, on est toujours très content d'avoir nos rencontres bien remplies. Voilà, et c'est la saison des rencontres qui recommence. On est au Chalandon mardi, ce soir Thomas Rose, voilà. C'est super. Et on a presque autant de monde que pour Chalandon. Bravo, Dominique. Voilà, merci. Merci à vous. Bravo quand même. Bien, donc elle a accepté qu'il y ait un entretien, enfin la librairie, les libraires et tout le monde ont accepté qu'il y ait un entretien. Bon, Thomas Rose est un militant de lutte ouvrière, moi-même également. Et donc c'est un entretien entre deux militants sur une question qu'on va aborder. Alors, donc deux ouvrages. Un premier tome, les tentatives de construction d'un parti de classe, 1871-1898. Le second, du ministérialisme à l'Union sacrée, 1898 à 1914, sous un titre, Les socialistes en France, de 1871 à 1914. Alors, c'est édité par une maison d'édition, Les Bons Caractères, qui est liée bien sûr à lutte ouvrière. Alors vous savez qu'à lutte ouvrière, eh bien la culture, pour nous c'est fondamental, bien sûr la culture des travailleurs, la culture politique, la culture générale. Et cette maison d'édition, eh bien à la fois elle réédite des vieux textes parfois oubliés du mouvement ouvrier, des origines, et puis également des romans, de nombreux romans. On a des expériences limitées, justement l'intérêt des bons romans, c'est de nous faire partager des expériences qu'on n'a pas connues, pour certaines très difficiles. Et puis, depuis une quinzaine d'années, l'organisation Lutte ouvrière s'est lancée dans la réalisation, l'écriture d'ouvrages. Et en particulier une petite collection qu'on appelle Éclairage. Et la philosophie de cette collection, c'était des textes assez courts, c'est-à-dire format que sais-je, de 100-120 pages, c'est-à-dire pas des livres de 500-600 pages qui ont leur raison d'être, mais bon, pour tenter de transmettre un certain nombre d'analyses et de questions. Et donc, alors là, la question était quand même d'importance, c'est pas un livre de 600 pages, mais en 100-120 pages, donc deux petits tomes de 110 pages, je crois. Voilà, donc eh bien, on va en venir au cœur de notre entretien. Bon, Thomas, d'abord, pourquoi se lancer dans l'écriture d'un travail sur les socialistes en France de cette période qui va de la Commune de Paris à la Première Guerre mondiale? Pour l'essentiel, bon, cette période elle est connue par la figure emblématique de Jaurès. Et beaucoup ont écrit sur Jaurès, je ne compterai pas les nombres d'historiens qui ont rédigé des ouvrages, des biographies sur Jaurès. Et ça donne une image assez tronquée de ce qu'étaient les socialistes en France à cette époque-là. Jaurès, par on va dire son martyre, sa fin tragique, a laissé une trace indélébile. Mais en même temps, elle a gommé un peu tout ce qui était la richesse du mouvement socialiste en France, sa diversité, et surtout son caractère ouvrier. Et comment, bon, c'est pour ça que je dis à différents moments, notamment dans l'introduction,
des socialistes qui, après la Commune de Paris, avancent à tâtons. Hein, ils ont été écrasés, hein, ils ont été massacrés, ces militants ouvriers lors de la Commune. Hein, et pendant des années, il a mis du temps à se redresser, ce mouvement socialiste. Il était pourchassé, il y avait une loi d'exception qui a été créée en 1874, qui touchait les militants. Et toute possibilité de refaire une organisation, notamment internationale, était tout de suite condamnée et les militants allaient en prison. Donc cette période, elle est celle de l'essor du mouvement socialiste en France, et elle est d'une richesse, bon, je vais arrêter là parce que je vais te laisser rebondir, mais d'une richesse incroyable sur le plan des engagements militants différents qui vont construire ce courant socialiste. Voilà. Oui, alors les dates, d'abord quand même, 1871, tu l'as déjà évoqué, c'est Thiers qui écrit « Le sol est jonché de leurs cadavres, ce spectacle affreux servira de leçon ». Donc... Oui, et même les premières grèves qui ont eu lieu en 1872 dans le Nord ont été réprimées très violemment, c'est-à-dire qu'on ne laissait aucune possibilité au mouvement ouvrier de s'exprimer. Bon, la Commune, c'est selon les estimations de 18 à 35 000 morts, hein, quand même, il faut imaginer. Pour les militants, pour ceux qui ont pu en réchapper, c'était souvent la déportation, hein, comme Louise Michel, qu'on connaît un petit peu quand même, d'autres comme Jean Alman, hein, dont on discutait tout à l'heure, et d'autres qui ont pu fuir, hein, comme Édouard Vaillant, qui a été à la Commune responsable de l'instruction publique, qui est un des derniers combattants au Père-Lachaise, qui a réussi à fuir à Londres, d'autres qui n'étaient pas au moment de la Commune sur Paris, mais qui ont été pourchassés, comme Paul Lafargue, hein, qui était en France à cette époque-là, qui a été obligé de fuir en Espagne pour rejoindre Londres. Donc c'est Jean-Baptiste Clément, que vous connaissez peut-être, hein, quand même, hein, le temps des cerises, ça doit vous évoquer quelque chose, et qui a été obligé de fuir, et il s'est réfugié pendant tout un temps de sa vie entre la France et la Belgique au niveau des Ardennes. Hein, donc c'est des militants qui sont inquiétés constamment. Et toute possibilité de reconstruire des organisations simplement ouvrières, syndicales, est combattue. Hein, c'est-à-dire les premiers cercles ouvriers qui ont essayé d'être reconstitués, ils ont été interdits. Hein, et donc, c'est pour dire un petit peu cette période difficile, c'est qu'en 1876 se réunit un congrès ouvrier à Paris, avec ce qu'on appelle des coopérateurs. Et ces coopérateurs, ils condamnent la Commune, et ils condamnent même le fait de faire grève, hein, comme quelque chose de dangereux, d'inutile. Bon, le seul qui voit quelque chose de positif là-dedans, dans cette réunion des ouvriers, c'est Jules Guesde, qui va dire « Ok, ils disent n'importe quoi, hein, ok, ils trahissent la Commune, etc. » comme le disent, par exemple, les blanquistes à l'époque, hein, les partisans de Blanqui, qui sont réfugiés à Londres, mais c'est pour vous dire à quel point on repart de zéro. Hein. Quelque part, ça a des échos avec aujourd'hui, où le mouvement ouvrier est parfois en difficulté, il faut être clair, aujourd'hui en France, et ben ça, de repartir de zéro et d'émerger quelques années plus tard, pour vous dire, tu as cité Thiers, il avait une phrase en 1877, avant de casser sa pipe, et tant mieux, ce bourreau, c'est lui qui a dirigé la répression de la Commune, et il disait, en France, on ne parle plus de socialisme, mais on fait bien. En 1876, c'était dans une profession de foi électorale qu'il avait écrite pour les élections de 1877. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est... la terre est rase, il y a eu une répression complète, ce qui n'a pas empêché les ouvriers, par contre, de continuer à se battre sur leur terrain de classe en faisant des grèves. Hein, eux, ils y allaient quand même. Et c'est par ce biais-là que le mouvement ouvrier et socialiste va renaître. Alors on a parlé du 1871 et ses conséquences. 1914. C'est la faillite des socialistes. Ça c'est pas moi qui ai cette expression, c'est Lénine, hein, la faillite de la deuxième internationale, de l'internationale ouvrière. C'est-à-dire que, contrairement à tous les engagements qu'ils avaient pris, les internationaux vis-à-vis des travailleurs, ils vont se rallier à l'union sacrée, hein, ils vont se rallier au nationalisme. Alors ils n'ont jamais été clairs sur cette question du nationalisme, certains, mais
pour beaucoup, hein, ça a été ressenti pour les plus conscients, pour les militants les plus conscients, ils n'étaient pas nombreux. Hein, la plupart, d'ailleurs, étaient dans la CGT et se méfiaient des socialistes, pour les plus conscients. Hein, c'est Monat, c'est Rosmer, c'est des gens comme ça. Et parce que justement, ils voyaient bien que le Parti socialiste il était en train d'évoluer de plus en plus vers une intégration dans la société bourgeoise. Et ces 30 années à peu près de construction du socialisme en France, qui est annihilée par cette trahison, et là encore, il y aura peu de militants pour reconstruire des organisations après la Première Guerre mondiale. Alors, tu évoques d'autres tendances qui ont marqué le mouvement ouvrier de ces décennies-là. C'est-à-dire, tu as évoqué les coopérateurs, tu as évoqué les syndicats, mais tout de même, tu t'intéresses particulièrement au mouvement socialiste, qui plus ou moins, et justement c'est sans doute un problème que tu évoqueras, est marqué par, et imprégné, marqué, influencé par le marxisme. Donc, si tu pouvais nous rappeler le fondement du marxisme, vis-à-vis des travailleurs, et en particulier sur la question du parti ouvrier. Alors, tout d'abord, ça part du constat de Marx que toute la valeur est créée par le travail et par les travailleurs. C'est comme ça que, les capitalistes font leur profit, c'est qu'il y a une différence entre ce que coûte un travailleur et ce qu'il peut produire. C'est cette notion d'accaparement du surtravail par le capitaliste. Et donc, la classe ouvrière, si elle veut améliorer son sort, ne peut que s'opposer à la bourgeoisie, ne peut que combattre la bourgeoisie jusqu'à la renverser. Mais pour cela, il lui faut un parti de classe, un parti qui organise cette conquête du pouvoir politique. Et cette conquête du pouvoir politique, bien sûr, on peut se servir des élections, les socialistes français comme d'autres en Allemagne, etc., vont se servir des élections, mais cette conquête du pouvoir politique, elle ne peut se faire que de manière, au bout du compte, révolutionnaire, par la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Et pour Marx, pour Engels, c'est le sens même du manifeste du Parti communiste, c'est de tout ce qu'ils ont fait après au sein de la Première Internationale, puis autant qu'ils le pouvaient dans la Seconde, bien sûr, Marx meurt en 1883 et Engels en 1895. Mais leur contribution, c'est ça. Essayer de constituer des partis de classe. Le premier, on va dire, important, c'est en Allemagne, d'aider, dans la mesure du possible, j'y reviendrai parce que on y reviendra. Voilà, mais faut pas voir Marx et Engels comme ça, tout en haut, qui dirigent tout, etc. Ça serait pas une image qui serait la leur, parce qu'ils ont beaucoup appris, notamment des problèmes que rencontraient dans la Première Internationale, mais leur idée, c'est il faut un parti de classe, il faut un outil, il faut des militants qui soient organisés pour permettre cette conquête du pouvoir politique, au bout du compte, de manière révolutionnaire. Alors, pour revenir à l'état du mouvement ouvrier après 1871, où tu as évoqué que c'était la table rase, donc il y a des militants qui se lancent dans la construction de ce parti, tel que tu l'as formulé. Alors j'ai bien aimé dans ton livre, tu utilises l'expression que tu as répétée tout à l'heure, à tâtons. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas de recette et les militants, ils doivent tout inventer. Alors, la première des choses à bien voir, c'est que c'est une génération de jeunes militants qui, dans les années 70, à partir de 1875-76, vont aller au combat dans les grèves et vont, à se poser des questions politiques. C'est ça qui est vraiment intéressant. Que ça soit Jean Lombard à Marseille, que ça soit Jean Dormois dans l'Allier. Moi j'ai une affection particulière pour un militant de ma région qui s'appelle Étienne Pédron. On y reviendra. Et donc ces militants-là, ils vont se politiser. Au début, ils sont républicains. Quand la France est encore hésite entre république et monarchie. Ils sont républicains. Et quand ils vont voir la physionomie des républicains, y compris des radicaux, ils vont se dire il faut aller plus loin. Et donc ils vont se séparer progressivement des républicains et même des radicaux. Ils ont conscience qu'il leur faut un parti de classe. Et c'est là-dessus qu'ils vont aller à tâtons. Parce que c'est une bagarre
hein, contre les coopérateurs qui sont là pour dire bah, par les coopératives de consommation, on arrivera à avoir un petit capital qui nous permettra de faire des coopératives de production, et comme ça on arrivera à supplanter le capitalisme. Bah, il faut dire que ça c'est une chimère, il faut dire ça ne marchera pas. Donc ils se politisent comme ça, ils vont rompre avec les coopérateurs, ils vont mener la bagarre politique. Et quand va surgir une tendance réformiste dans le mouvement ouvrier, bah, pareil, ils vont lutter contre eux. Alors tu as évoqué tout à l'heure l'influence de Marx et d'Engels, qui sont des internationalistes et qui donc s'intéressent à la construction de ces partis ouvriers. Alors Marx, au niveau chronologique, il meurt en 1883. Engels 12 ans plus tard, en 1895. Et donc, il y a un rôle quand même particulier d'Engels dans la construction du mouvement ouvrier en France. Alors, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il y a très peu d'ouvrages qui sont traduits. Très très peu d'ouvrages. Il y a un premier tome du Capital qui est traduit en 1873-75, je ne me souviens plus très bien de la date, mais c'est très très peu. Hein, le manifeste du Parti communiste, c'est Laura Lafargue, la compagne de Paul Lafargue, qui va en assurer la traduction en 1885. Donc, c'est très tard. Donc, le marxisme au départ, il est essentiellement diffusé par des militants de manière orale. Hein, Gued délimite dans la diffusion du marxisme, même s'il va, populariser, la notion de plus-value, la notion d'exploitation, etc. Mais Gued, il ne maîtrise pas l'allemand. Donc, ni l'anglais. Donc, c'est un gros problème pour lui. Et donc, il y a très très peu d'ouvrages qui sont traduits. Hein, et donc, c'est un marxisme. Marx avait cette expression, en lisant ce qu'écrivait Gued parfois, ce qui est certain, il disait, c'est que moi je ne suis pas marxiste, quand il disait Gued. Donc, c'est pour dire à quel point c'était une vision un peu très mécanique du marxisme. La compréhension de la dialectique, la compréhension même de l'économie capitaliste, elle était, succincte. Mais ils arrivaient quand même à populariser, à vulgariser, je cherchais le terme, excusez-moi, des idées essentielles du marxisme. Et c'est avec ces quelques idées-là qu'ils vont construire les premières organisations socialistes. Alors, on connaît un certain nombre de personnalités du développement du mouvement socialiste. Hein. À Argenteuil, on en est bien pourvu au niveau des rues ou des groupes scolaires. Jules Gued, Paul Lafargue, Édouard Vaillant, alors il y en a davantage du côté de Besançon, mais alors c'est des dirigeants qui vont avoir un parcours rien à voir avec les dirigeants entre guillemets qui se réclament du Parti socialiste d'aujourd'hui. C'était des militants, au-delà du devenir de leur parcours. Alors si sur ce sujet tu as quelque chose à nous dire, et puis je voudrais que tu t'arrêtes, si c'est possible, justement à quelqu'un que tu as évoqué, une femme, Laura Marx Lafargue. Alors bon, oui, on peut beaucoup critiquer Jules Gued pour avoir failli au moment de l'Union sacrée, etc., mais c'est quand même Jules Gued, Édouard Vaillant, et même Jaurès, je reviendrai sur Paul et Laura Lafargue après, c'est quand même des sacrés militants. Il faut savoir qu'ils se tapent les nationalistes, ils se tapent physiquement. Hein, c'est des gens qui sont courageux physiquement. C'est pas, c'est pas des militants. Tout à l'heure, je pensais parler d'Anne Hidalgo là, dans une grande réception, ça n'a rien à voir. C'était des militants, excusez-moi de l'expression, qui allaient au charbon pendant toute une période. Jules Gued, Paul Lafargue, ils font des séjours en prison. C'est 2 ou 3 fois. Bon, Jules Gued a été condamné parce qu'il avait exprimé des sympathies pour la commune. Bon, Vaillant, j'en ai parlé. Allemagne a été déporté pour avoir été communard. Ce ne sont pas les dirigeants socialistes qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas la gauche caviar. Ah là, c'est tout sauf ça. Et donc,
ils ont eu un rôle considérable, considérable dans le développement du socialisme. Ils multipliaient, je crois que, je le cite, j'avais le chiffre, mais je crois qu'en 10 ans, Jules Guesde, il va faire 1000 conférences à travers le pays. Il faisait parfois 2 ou 3 conférences par jour quand il se déplaçait. Et c'était parfois donc physique. Physique parce qu'il fallait s'imposer dans ces meetings, dans ces réunions publiques. Alors, Paul Lafargue, lui, il a d'origine cubaine, ses parents viennent en France, lui aussi. Il va se retrouver exclu de l'université, il ne pourra jamais finir ses études de médecine. Bon, il va être en France, puis après, je vous ai dit, il va repartir à Londres. Bon, il rencontre sa compagne, Laura Lafargue, qui est la fille de Marx. Bon, Paul, et même Guesde, Laura Lafargue avait un regard très. Moi j'ai beaucoup d'affection pour Laura Lafargue, elle a été complètement oubliée. C'est une tronche, il n'y a pas d'autre terme. C'est une intellectuelle marxiste. On voit la formation de son père, elle n'est pas la seule. Il y a Eleanor en Angleterre qui sera une dirigeante des socialistes anglais. Elle disait de Guesde et de Lafargue quand ils allaient en tôle, parce qu'ils n'arrêtaient pas de crier à la Révolution en 1881, 82, 83, ils disaient et là, Engels, Marx disaient mais ce sont des fous incurables, comment veulent-ils le faire? Et c'est l'expression de Laura et d'Engels et de Marx. Ils veulent faire une révolution, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas de parti. Donc ils se retrouvaient en tôle parce qu'ils avaient fait des grandes déclarations. Et Laura Lafargue, c'est vraiment une intellectuelle, donc marxiste, une militante. Dans l'ouvrage, parce que je pense que ça peut nous parler, elle décrit un meeting en 1889, elle le décrit avec des yeux d'une militante. Elle voit des ouvriers qui viennent à un grand meeting au cirque à Paris, là, la salle est comble, etc. Cirque d'hiver. Ouais, cirque d'hiver. Et c'est tel que, moi qui suis un militant communiste révolutionnaire, j'en ai encore les frissons, voilà. Et c'est vraiment c'est une femme qui a été oubliée par l'histoire du mouvement ouvrier, elle ne s'est pas toujours mise en avant, mais c'est elle quand même qui a assuré une grande partie des traductions d'Engels, de Marx, pour le peu qu'il y avait des traduits. Et Engels avait ce compliment, quand elle a traduit l'origine de la famille et de la propriété de l'État. Et il y a une seule personne en France qui parle français, c'est Laura. Alors qu'elle n'était pas française, elle était anglaise, elle a vécu plus longtemps en Angleterre, mais elle était trilingue. Français, allemand, anglais complètement. Bon, vous voyez, j'aurais bien aimé que Paul et Laura Lafargue, qui sont suicidés en 1911, soient là en 14. Moi, j'aurais bien aimé. Je pense qu'ils auraient été des références internationalistes à ce moment-là. Eux, ils n'auraient pas cédé, je pense. Attends, les questions vraiment... Non, c'est juste savoir si la Laura dont tu parles, c'est celle qui habitait Argenteuil? Oui. Non, pas du tout. Elle habitait un peu plus à l'est, excuse-moi. Je me souviens plus, là tu me colles. Mais, celle qui habitait Argenteuil, c'est Génie, voilà. et qui est morte en 1883. Donc c'est une autre. Voilà, elles étaient 3 sœurs. C'est dans le 93 les habitants. Voilà. Déjà 93. Alors, des dirigeants intellectuels, incontestablement, mais des militants ouvriers qui développent à travers le pays le parti, les organisations, on va revenir, les différentes organisations du mouvement socialiste. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y en a un militant qui est cher à ton cœur. Voilà. Non mais bon, il y a Dormois dans l'Allier, il y a un super courrier de Lafargue à Engels où il explique qu'ils vont en tôle, Dormois, Lafargue et Guesde, mais ils passent en procès, il dit mais en fin de compte c'est pas nous qui étions visés principalement, bien sûr qu'on fait partie du lot, mais c'est Dormois, parce que Dormois, ancien républicain, ouvrier, et qui est devenu socialiste et qui bat la campagne, qui est respecté par les ouvriers du coin, etc. Ça les embête. Et donc vraiment c'est Dormois qu'il faut abattre. Bon, moi dans ma région il y en a un autre, qui est un ouvrier horloger qui s'appelle Étienne Pédron, qui va construire vraiment l'organisation socialiste à Reims, même à Reims, il va y avoir un congrès tellement l'organisation s'est développée en 1881. Il est en même temps un militant ouvrier, en même temps il est poète, chansonnier,
La chanson était un des moyens de faire passer. Je pense à la période actuelle, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « À la bourgeoisie, la guerre ». Bon, voilà, ces chansons étaient populaires. Il a fait une chanson qui s'appelle La chanson des 8 heures, qui était chantée au moment du massacre de Fourmi en 1891, hein, quand les manifestants parcouraient les rues de Fourmi, ils chantaient la chanson des 8 heures, c'est 8 heures qu'il nous faut, sur l'air de « c'est du petit à boire qu'il nous faut », on me fait mitrailler. Et donc, ce militant-là, il en prend plein la figure. Il en prend plein la figure, il est acculé à la misère, complètement. À Reims, il part à Troyes en 1889 parce qu'il ne peut plus rester sur Reims. À Troyes, ça va se développer, etc. Mais bis repetita, en 1897, il est encore acculé à la misère et il doit partir en région parisienne. C'est des militants à qui on refusait tout travail. Il faut imaginer, bon, je précise quand même que voter socialiste à l'époque, le bulletin de vote, il n'est pas uniforme, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas d'isoloir. Donc voter socialiste, hein, voilà, donc les militants ouvriers, même les ouvriers, ils en prenaient plein la figure. Ils étaient condamnés à la misère parfois. Donc c'est le cas de Dormois qui se fait vendeur ambulant, mais et encore les patrons font pression pour pas qu'on lui achète. Hein, voilà le type de bonhomme et de bonne femme, parce qu'il y avait quand même des bonnes femmes qui militaient. Alors, elles étaient peu nombreuses les femmes. Alors là, on va parler un peu des organisations. C'est une histoire très confuse. 1879, la fondation de la première organisation qui se réclame du socialisme et de la construction d'un parti, c'est la fondation de la Fédération des travailleurs socialistes de France. Et 3 ans plus tard, il y aura la fondation du Parti ouvrier autour de Jules Guesde. Alors cette histoire, elle est extrêmement confuse. Alors tu as fait des beaux schémas hein, pour s'y retrouver. Ça ressemble un petit peu, alors à un tout autre niveau, hein, aux ramifications de l'extrême gauche, disons après 68. Mais à un tout autre niveau. Il va y avoir une histoire très divisée, bon, grosso modo, jusqu'en 1905. Oui, alors c'est une histoire très divisée, tout simplement parce que déjà là, il y a des tendances réformistes qui vont se faire jour. À partir du moment où le mouvement socialiste émerge, ben, la bourgeoisie, elle n'est pas bête. Elle se dit, bah, peut-être que je peux laisser quelques miettes hein, et trouver des gens qui soient le relais. Alors ça se fait sur le plan syndical et ça se fait sur le plan politique. Et ça se fait par la courroie de transmission que sont les radicaux, hein, les républicains radicaux de cette époque-là. Et donc la première scission, on va dire, c'est ce qu'on appelle les possibilistes. C'est comme ça que Lafargue et Guesde les appelaient, parce que Paul Brousse, quand on était le dirigeant, disait qu'il faut arrêter de parler de révolution, il faut revenir sur le domaine du possible. Bon, et d'où leur nom des possibilistes. Et donc, ces possibilistes, ils vont se rapprocher de plus en plus des radicaux, etc. Jusqu'à être intégrés aux radicaux. Et une partie de leurs membres va se défier de ça en 7 ans après, c'est les allemanistes, Jean Allemagne, qui était un dirigeant ouvrier, qui avait été communard, et scissionné, pour faire donc le POSR, Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. En même temps, vous avez les héritiers de Blanqui, qui étaient pour la prise du pouvoir par quelques milliers de militants bien organisés. Eux, ils vont évoluer, parce que Vaillant est marxiste quelque part. Hein, il a été en contact avec Marx, etc. Et ils vont évoluer vers une proximité avec le PO sur pas mal de plans. Donc ça donne une histoire un petit peu, confuse, mais en même temps ils se retrouvent tous. Parce que quand il y a des grèves importantes, tous les dirigeants socialistes, tout le mouvement socialiste prend parti pour les ouvriers en grève. Ça, ils se retrouvent. Et ça tient beaucoup plus aussi l'implantation de tel ou tel courant à l'activité militante, le charisme d'un militant. Jean-Baptiste Clément, il est almaniste, la Fédération des Ardennes sera almaniste. Reims et Troyes, c'est un guédiste, c'est Pédron, ils seront guédistes. Ça tient beaucoup plus à l'épaisseur et à
l'activité militante de l'un ou de l'autre qu'une compréhension toujours bien fine des différences des uns et des autres. C'est ce qui va poser problème au moment de la réunification et encore plus par la suite. Oui, alors effectivement, bon, c'est un mouvement très difficile quand même à comprendre, un peu chaotique, et qui très rapidement, tout de même, est marqué alors des tendances de classe, d'activité ouvrière, de participation aux grèves, mais où l'électoralisme, enfin en tout cas l'attraction pour les élections, alors avec un côté clair, mais aussi avec un côté sombre, se développe dans le mouvement socialiste. Alors, oui, je reprends un petit peu sur la phase d'avant, c'est-à-dire on les a souvent présentés, les historiens sont souvent présentés en opposition les uns aux autres, et successivement. Ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi de montrer comment ils se parlent aux uns aux autres, parce qu'il y a ces courants, les possibilités c'était beaucoup plus difficile, mais ils se répondaient quand même, ils avaient quand même un terrain commun. Même les possibilistes se disaient marxistes, parfois, même eux se disaient révolutionnaires. Donc c'est pas aussi tranché qu'aujourd'hui. Bon, le Parti socialiste, il est même plus que réformiste, je sais pas comment dire. C'est un parti réformiste qui fait que des contre-réformes. Hein. Vous vous souvenez, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le Parti socialiste aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que, pour aller sur ta remarque et ta question, l'électoralisme va, gagner à partir de 1893. Et c'est grave pour notamment le Parti ouvrier de Gall et de Lafare. Parce que, après le 1er mai, c'est quelque chose qui est proposé par un guédiste. Et Victor Lavigne. Jules Lavigne, au congrès de la fondation de la Deuxième Internationale à Paris. Là. Et cette journée du 1er mai, plus une remontée de la classe ouvrière, va donner au Pérou une autorité, un impact réel, qui aurait pu permettre de construire un parti révolutionnaire en France. En 3 ans, leurs effectifs passent de 3 000 à 9 000 membres. Et là, vraiment des militants de valeur. Bon. Mais avec les élections, ils vont s'enflammer, si vous me permettez l'expression. Ils vont se dire que d'élection en élection, puisque les ouvriers sont de plus en plus nombreux, un jour on sera majoritaire, hein, et bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au choc. C'est simplement, si la bourgeoisie refuse sa défaite électorale, qu'il faudra en passer par la révolution. Et cette idée qui a été développée par les réformistes, elle gagne peu à peu la social-démocratie française, et y compris les guédistes. Et de cette politique électoraliste, hein, qui va de plus en plus loin, on va arriver à cette rupture qui est vraiment importante, hein, qui est l'année 1898, où, suite à une crise politique qui est l'affaire Dreyfus, vous avez un socialiste, qui est un socialiste assez réformiste, qui est Mirand, mais quand même un socialiste qui rentre au gouvernement, dans un gouvernement où vous avez le marquis général de Gallifet, qui est l'un des généraux qui a massacré la commune. Ouais. Bon, là c'est une ligne blanche qui est franchie, c'est un signal d'alerte pour les socialistes, ils vont se diviser là-dessus. Jaurès est à fond pour la participation ministérielle. Ah oui, à fond, il la défend, il dit, même il a soutien Mordicus. Bon. Et les autres, vous imaginez, un ancien communard comme Jean Alman, non, Vaillant, c'est pas possible, Guez, Lafare, ça passe pas. Mais en fin de compte, ils payent le prix d'une dérive électoraliste qui a duré de 93 à 98. Et ils n'ont pas vu. Oui, d'élection en élection, on gagne de l'audience. Donc pour Jaurès, c'est la preuve que le socialisme il fait son entrée au gouvernement. Hein, et donc on ne peut plus s'en passer. Alors, sauf que effectivement, les succès incontestables électoraux des organisations socialistes attirent tout un tas de gens plus ou moins recommandables. Ah oui, parce que la soupe est bonne, et donc, oui, c'est là où on va avoir de moins en moins d'ouvriers qui vont être présentés dans les élections. Alors c'est aussi dû à un défaut, qui avait un manque, une faille, c'est qu'ils ont très peu
de militants bien formés, notamment les gaullistes. Et donc, ils prennent un peu ce qui vient. Des enseignants, des journalistes, parfois des avocats, des médecins. Et le PO, le Parti ouvrier gaulliste, perd son caractère ouvrier au moins pour ses dirigeants. Et pareil, ils vont s'en rendre compte progressivement. Non, c'est des organisations un peu particulières. Par exemple, au niveau de la presse, qui est pourtant tellement importante et qui se développe dans ces années-là, la grande presse, l'histoire des journaux ouvriers, elle me paraît, et puis tu l'évoques dans ton livre, quelque peu confuse, avec des créations, alors peut-être que les circonstances étaient beaucoup plus difficiles à ce niveau-là, à ce moment-là. Oui. Oui, alors surtout pour la première période, c'est des journaux qui sont, qui subissent la répression de l'État au départ. L'égalité, le premier journal fondé par Julienne va être arrêté parce que condamné, son dirigeant va être obligé de partir en exil, ça va arriver une deuxième fois, ils vont être obligés d'arrêter la deuxième égalité parce qu'ils sont en prison. Il y a des problèmes financiers, et surtout des problèmes financiers qui sont dus au développement de la crise économique à partir des années 1883-84 en France. C'est un peu plus tard que la Grande Dépression européenne. Et de fait, les journaux, les cotisations n'entrent plus, les journaux sont de moins en moins vendus, et pareil, il faut avoir aussi la qualité des militants pour écrire dans ce journal, le faire vivre, etc. Et ça, c'est vraiment difficile. Alors, j'insiste sur l'aspect du réformisme. Là, on a évoqué l'électoralisme sous un certain nombre d'aspects, mais sur ce réformisme, d'abord, il n'est pas seulement en France, il est la grande personnalité, c'est un dirigeant allemand qui s'appelle Bernstein, et justement la nature du réformisme sur la question de l'État. C'est de penser que l'État est un arbitre, qui pourrait se mettre entre les classes pour faire évoluer la société. C'est la théorie de Jaurès. Pour lui, il n'y a jamais eu un état de classe. Jaurès, il décrit, je cite là-dessus, ça c'est une conception qui n'est pas marxiste. Et d'ailleurs, je repense à Laura, Jaurès s'est fait connaître comme agrégé, etc. Elle a écrit une thèse qui était sur les origines du socialisme allemand, je crois que c'est à peu près ça le titre, et elle disait à peu près cela de la thèse de Jaurès qu'elle avait lue. Elle dit c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir de plus confus de quelqu'un qui n'a jamais rien compris au socialisme et au marxisme. Bon, Jaurès, il est idéaliste, il n'est pas matérialiste. Il pense que les idées philosophiques comme la justice, le droit, etc. peuvent s'imposer, etc. Il a idéologie allemande. Non, justement, non. L'idéologie avant Marx, parce que justement, voilà, Hegel, mais il défend pas le matérialisme, et il a des qualités indéniables d'orateur, c'est un tribun, etc. Et donc sa conception de l'État, c'est de faire de l'État arbitre. Bon, et ça, c'est justement quand va y avoir tout ce réformisme qui va se développer, les Lafargue, ils vont se battre pour faire traduire, ils y participent, la guerre civile en France, sur la répression de la Commune, comment c'est un état de classe. Donc, ils vont se battre là-dessus, et ils vont mener le combat politique, y compris, il y a une grande conférence, il y a déjà Lafargue qui attaque son idéalisme dans différentes conférences, il y a une grande conférence en 1902 sur les deux méthodes, à Lille, où il y a de mémoire 3 000 à 4 000 personnes, militants qui viennent les écouter, l'affrontement entre Gued et Jaurès, ça s'appelle les deux méthodes, ça vaut le coup d'être lu, c'est tout petit, mais c'est vachement bien. Et il y a deux conceptions différentes de l'État. Alors, c'est un livre qui fait deux petits opuscules, faut les relire, parce que vous avez vu, cette histoire n'est pas simple. C'est foisonnant. Elle est foisonnante.
Alors bon, moi ce qui m'a particulièrement touché, c'est la qualité de la sélection des citations, hein, bon, qui sont vraiment bien senties. Et je voudrais justement, puisqu'on vient de parler de Jaurès, que tu lises une citation qui est dans l'ouvrage, Jaurès vu par Léon Trotsky. Hein, donc dans les, je crois que c'est en 1916. Non, en 1909. En 1909. Donc, en 1909, Trotsky, en parlant de Jaurès, dit comme ça, qu'est-ce qui lui permet de prendre tant de place dans la vie politique de la République? La solution de l'énigme du rôle politique de Jaurès se trouve dans la tradition révolutionnaire. Ainsi, à partir de 1793, s'est développé 1830, 1848 et 1871. Et cette force historique, qui va de génération en génération, fait la puissance de Jaurès. Mais ce Jaurès-là n'est pas tout Jaurès. Il nous montre un autre côté, celui d'un parlementaire de la Troisième République, un parlementaire de la tête aux pieds. Son monde est celui du pacte électoral, de la tribune parlementaire, de la demande, de la joute oratoire, des accords de coulisses et parfois des compromis équivoques. Il ne mesure pas les combinaisons politiques passagères à la grande mesure des perspectives historiques. Et cela se trouve la force, mais aussi la faiblesse fatale de Jaurès. Sa politique manque de proportion. Bien souvent, il ne voit que les arbres et non la forêt. De par sa nature et l'envergure de son caractère, Jaurès était né pour l'époque de grands flots, mais était destiné à développer son talent dans une période de profonde réaction européenne. Ce n'est pas sa faute, mais son malheur. La raison, c'est en 1916. C'est une autre citation que je pensais. Mais ce malheur a engendré à son tour sa faute. Parmi tous ses talents, Jaurès n'en possède pas un, la capacité d'attendre. Non pas d'attendre passivement sur la mer du temps, mais réunir... Excusez-moi, il faut que je tourne la page. Mais réunir les forces et préparer les cordages avec la certitude de prévision d'un futur tempête. Il veut immédiatement échanger sa pièce sonnante du succès pratique aux grandes traditions et aux grandes occasions. De là, il tombe souvent dans des contradictions insolubles, dans les bas-fonds et les désastres de la Troisième République. Non, c'est en 1909. Hein. C'est en 1909, je confirme. Et je suis prof d'histoire, mais j'ai quelquefois des trous sur les dates. Voilà, mais c'est 1909, et ça résume qui était Jaurès. Il avait une admiration, Trotsky a séjourné en France, il avait rencontré Jaurès, il l'avait vu en meeting, il avait une admiration pour le talent oratoire de Jaurès, venant de la part de Trotsky, qui était quand même un très grand orateur, ça résume la situation. Et, mais en même temps, il voyait bien, de la même manière que quand Trotsky allait en Autriche ou en Allemagne, il se disait ceux-là ce ne sont pas vraiment des révolutionnaires, ben en France, pareil. Hein, mais il avait ce côté pour, oui, de dire Jaurès et l'héritier. Il y avait, je vais faire une petite parenthèse, mais une révolution comme la Révolution française, comme l'a été la Révolution russe en 1917, ça laisse des traces indélébiles dans une population, dans une conscience collective. Et la riche histoire révolutionnaire de la France avait façonné toute une partie des ouvriers, des militants ouvriers. Alors, quelquefois, Marx et Engels ironisaient là-dessus, à propos de Gued et de Lafargue, et pas tellement de Lafargue, mais surtout de Gued, qui disait, bon, la classe ouvrière française, c'est le peuple élu de la Révolution. Ça commencera que là. Toutes les révolutions, c'est pour la France, la classe ouvrière française, la prochaine révolution, c'est sûr. C'est le peuple révolutionnaire. Bon, et Jaurès savait faire vivre cette flamme dans la classe ouvrière française. Voilà. Ben, je voudrais, comme avant-dernière question, parler de 1914 et l'effondrement. Alors là, c'est... ils n'ont jamais été clairs sur le nationalisme. À part des internationalistes comme Paul et Nora Lafargue, bon. Mais même Gued, ou même Vaillant, tous ces gens-là, ils n'ont jamais été clairs. Ils ont toujours considéré qu'il y avait une différence entre une guerre offensive et une guerre défensive. Si la France est attaquée, comme la France est une république, si la France est attaquée par un empire, avec des empires autour, quasiment, des monarchies, il fallait défendre la République qui était pour eux un système supérieur. Voilà, c'était comme ça qu'ils considéraient. La levée en masse. Oui, alors mais c'est surtout, encore une fois, une erreur, conceptuelle sur la notion de l'État bourgeois. Il y avait Bébel dans un congrès en 1905
1900, oui, non, c'est fin 1904, c'est le congrès d'Amsterdam. Il dit à Jaurès, mais bon, autant on peut vous désirer votre république, mais autant on ne se fera pas casser la tête pour elle. Hein, en parlant, si on avait une république en Allemagne, bon, parce que monarchie, empire, république, tout ça, ce ne sont que des États bourgeois. Mais les socialistes français pensaient que la République était un système alternatif et un peu supérieur, donc, qui permettrait d'aller vers le socialisme peut-être. Bon, c'est comme ça qu'ils le considéraient. Et donc il fallait défendre la République, c'était ça leur argument, et même un antipatriote célèbre, hein, ça y est, je vois un truc bien, Fernand Pelloutier, anarchiste, avait cette phrase, il dit, si la France était attaquée, sachez que nous, les antipatriotes, nous serions les premiers à la frontière. Ah ouais. Eh oui, il a dit ça. Eh oui, mais c'est là le poison du nationalisme, il est puissant. Et puis ils font à des années-lumière d'avoir assimilé ce que Lénine en particulier a développé, c'est-à-dire la connaissance de l'époque dans laquelle le capitalisme était entré, l'impérialisme. Tout à fait. Bon, le plus clairvoyant là-dessus, c'est encore une fois Lafargue qui va justement pas seulement dénoncer la colonisation hein, au nom de motifs humanitaires. Hein, vous serez très surpris, je cite pas mal de socialistes sur la colonisation. Tous pensent que quelque part la civilisation européenne est supérieure, donc justifie la colonisation. Mais Lafargue dit, bon, tout ça permet d'acheter une partie de la classe ouvrière. Il en a conscience, hein, il développe cela. Et d'acheter une élite de la classe ouvrière, pardon, voilà, pour être plus clair. De laisser quelques miettes. Hein, et donc, ce pourrissement de la social-démocratie qui s'est fait en France, qui s'est fait en Allemagne, etc., il y avait dans les partis socialistes, dans les mouvements socialistes européens, un véritable parti colonial qui défendait le fait d'aller exploiter à travers le monde, d'avoir des colonies. Et il y a une citation d'un socialiste français, bon, pourquoi on laisserait à quelques dizaines de milliers d'Africains qui passent leur temps à danser, à faire la guerre, des contrées aussi importantes, alors que c'est nécessaire pour nous. Et on ne peut pas le laisser non plus à d'autres pays. Voilà, donc c'était comme ça qu'il posait les choses. Une citation, vous la retrouverez. Mais donc, il y avait, c'est encore une fois Lafargue qui développe cette conscience que le colonialisme, l'impérialisme permet à la bourgeoisie européenne de s'enrichir. Voilà, et d'acheter une partie du mouvement ouvrier. Alors bon, justement, enfin, petite conclusion de ma part, c'est vrai que pour s'y retrouver dans la connaissance de cette période très riche pour nous, aujourd'hui, parce que bon, d'accord, on est un siècle plus tard un siècle et demi, mais c'est notre filiation, ce mouvement, où on retrouve bien des éléments non seulement idéologiques, mais de la difficulté de construire une organisation. Et c'est vrai que dans des ouvrages abordables pour comprendre les enjeux de la période, les différents aspects de cette activité militante, il y en a peu. Hein. Il y a des thèses de 500-600 pages sur tel ou tel acteur. Il y a des livres de synthèse sur l'histoire du socialisme en France et qui sont pas toujours d'un point de vue révolutionnaire. Là, l'intérêt de ces deux petits ouvrages, c'est d'être très riche de connaissances et de réflexion surtout. Voilà ce que je voulais dire pour terminer, pour ma part. Voilà. Bon, alors le camarade est quand même assez pressé. Il vient de loin, Et bon, Non mais je prends des questions. 2-3 questions. Voilà. 2-3 questions. Notre questionneur d'avis. Je ne peux pas
le micro, non Oui, alors moi j'étais un élève d'Henri Dubief qui a fait un livre sur l'anarcho-syndicalisme en France, et tu as évoqué justement un anarchiste. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les liens entre ces socialistes dont tu nous as parlé et l'anarcho-syndicalisme qui se développe à cette époque-là? Les années 90, c'est l'apogée de l'anarcho-syndicalisme qui débouche d'ailleurs sur le terrorisme anarchiste. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Alors, il y a une petite inversion. Je pense qu'au début, ils étaient terroristes et ils sont passés à l'anarcho-syndicalisme. C'est justement avec Pelloutier qui va réorienter les anarchistes sur ce terrain-là. Alors, il y a des liens avec certains socialistes qui sont les almanistes. Notamment sur l'idée que la grève générale suffira à faire la révolution. Ouais. Et qu'il ne faut pas construire un parti de classe. Voilà. Les almanistes pensent, en grande partie ça, même s'ils ont fait un parti, c'est pas un parti révolutionnaire au sens qui se fixe. Il y a une certaine croyance dans la spontanéité, etc., des masses, etc. Et là où ils ont un peu juste, c'est qu'ils se méfient de ces socialistes qui sont en train de se ranger, qui sont en train de s'enflammer sur l'électoralisme, etc., la possibilité de conquérir pacifiquement le pouvoir. Là, ils vont ironiser. Bon, ça c'est le lien. Alors, c'est la plus grosse erreur de Gued et de Lafargue, certainement sur le plan politique, c'est qu'ils vont mépriser ce courant anarcho-syndicaliste. Et surtout Gued va rentrer dedans, va vraiment les combattre, au lieu de s'adresser à eux. Parce que Gued fait une erreur complète. Il va se couper de la partie la plus active, la plus combative du mouvement ouvrier. Et ça, alors que Jaurès, on va dire tout est dans tout, c'est le truc à Jaurès, tout est dans tout, tout converge vers le socialisme, c'est pas grave s'il y a des différences, même avec les anarchistes on peut s'entendre, etc. Bon, dans l'humanité, il faisait parler tous les courants du syndicalisme, ça ne gênait pas. Des plus réformistes aux anarcho-syndicalistes. Bon, mais les anarcho-syndicalistes, ils vont aussi se bourrer, parce que leur politique, jusqu'au boutiste, elle va durer un temps, elle va user un peu les militants, et en fin de compte, ils vont passer avec armes et bagages aussi dans l'union sacrée. Ah bah oui, et oui, il n'y a pas les deux que j'ai dit, Monat et Rosmer. Il faut imaginer que Jo, qui est un ancien vaillantiste, formé à l'école de Vaillant et de Blanqui, c'est lui qui emmène, qui appelle à l'union sacrée sur la tombe de Jaurès. Bon, ils n'ont pas été vaccinés en fin de compte non plus. Oui. Oui. Bon, par rapport aux choses qu'a dit les camarades, une chose qu'on retrouve de nos jours. Mais la question que je voulais te poser, c'est la place des femmes justement dans ce mouvement, en dehors des filles de Marx. Soit avec des personnalités féminines du poids, soit au niveau organisationnel. Alors, la place des femmes, elle est très très minoritaire. Très minoritaire. C'est l'ordre de 2% des effectifs. On est parti sur le mouvement socialiste, au moment de la SFIO, c'est 2% de maximum 3. C'est pas mieux pour la CGT. Donc, c'est pas mieux. C'est très très faible. C'est comment dire? Ils sont pas convaincus. Il y a une militante que je cite dans le bouquin. Même pour le droit de vote, ils ne sont pas convaincus pour les femmes. En disant les femmes elles sont soumises à l'Église, ça les socialistes le disent, ils le pensent, ils le disent. Et donc si on leur donne le droit de vote, c'est un saut dans l'inconnu. Ils vont voter à droite. Et donc il y a une militante socialiste qui monte à la tribune, c'est en congrès je crois de 1906 ou 1907, et elle dit mais qu'est-ce qu'il y a comme plus grand saut dans l'inconnu que la révolution? Et vous vous dites révolutionnaire, c'est un peu ça son interpellation. Mais c'est très difficile. Alors il y a quelques femmes qui vont ressortir du lot, mais c'est très très peu.
Bon, c'est pour ça que moi j'ai pris Laura Lafargue, j'aurais pu prendre d'autres, mais bon, voilà, comme tu l'as dit, c'est un petit bouquin, mais c'est dominé par les hommes, bien sûr. La scène, elle est dominée par les hommes. Toute la scène. Pourtant, il y avait Louise Michel. Oui, mais Louise Michel, c'était justement, je vais reprendre une expression, l'arbre qui cache la forêt comment dire, du néant. Et Louise Michel, bon, comment dire, c'était son impact, son aura par rapport à la commune qui lui avait donné. Et c'était, il y a quelques militantes, mais c'est très très peu. Mais c'est vrai que jusqu'en 80, les femmes votent plus à droite que les hommes. Donc l'idée que les femmes étaient davantage soumises à l'influence de l'Église, c'est confirmé, surtout elles votent pas. par la sociologie. Non, mais oui. Là, à ce moment-là, Oui, je veux dire, quand elles votent de 45 à 80, Mitterrand aurait été élu en 65, avec un suffrage purement masculin. Écoute, Ah je ouais sais pas. Oui, oui, C'est ça pas- a été, Non, ça va. oui, Une dernière question. Oui, c'est une question de vocabulaire à propos du terme gauche. Parce qu'il y a des débats aujourd'hui sur justement la confusion entre la gauche et le mouvement ouvrier et le socialisme. Ces militants ne se définissent pas comme de gauche, même s'il y a le bloc des gauches justement avec Jaurès et la partie des socialistes qui soutiennent le gouvernement Waldeck-Rousseau, etc. Mais dans le langage courant, est-ce qu'ils se définissent comme de gauche? Parce que c'était un vocabulaire, je crois, purement parlementaire, et puis le mouvement ouvrier ne se définissait pas, c'était par rapport à la République, ça, justement, République-monarchie, c'était pas la question du socialisme. Oui, tu as raison. Bon, d'ailleurs, il y a un bouquin de Candard, un des réformistes, un des historiens réformistes qui écrit le moins de bêtises, de malhonnêteté même, parce que c'est pas des bêtises qu'ils font. Justement, tu parles du bloc des gauches. Au moment du bloc des gauches, il y a celui qui fait référence dans le socialisme en France, comme historien, c'est Vincent Duclerc. Et il est capable, quand même, pour critiquer Gued, qui est contre la participation ministérielle, qui est contre le bloc des gauches, de passer sous silence le fait que des ouvriers, au même moment, se font massacrer par la police et l'armée française. Ça, excusez-moi, je vais le dire comme ça, pour moi, en tant qu'historien, moi je ne suis pas historien, je suis un militant surtout, je trouve ça malhonnête. Hein, il y a des morts à Chalon-sur-Saône, il y a des morts en Martinique, et moi je connais bien la période. Vous savez, quand vous lisez un bouquin, vous dites « Ah bah ça va venir, ils vont en parler, bah non, ils n'en parlent pas. » Et ça, excusez-moi, c'est dégueulasse, intellectuellement. Voilà, je le dis comme je le pense. Bon, alors, justement, Candard, lui, est correct, ouais, mais c'est même pas trop mal, c'est certains de ses bouquins, à mon sens, hein, là, je sais pas. Je m'y retrouve dans certains trucs et pas dans d'autres. Mais lui, il dit justement, Édouard Vaillant, l'invention de la gauche. Son dernier bouquin, c'est ça. Bon, parce que la gauche était les radicaux. Voilà. Parce que les autres, c'était plutôt des socialistes qui se disaient révolutionnaires. Et, mais si, aujourd'hui, les socialistes, ou la France insoumise, ou, comment dire, ou même le Parti communiste, étaient au niveau des radicaux de la première période, ils seraient bien à gauche. Parce que là, franchement, c'est plus bactère. C'est plus bactère. Hein, par exemple, je vous prends qu'une chose, comme les radicaux revendiqués, quand ils étaient de 1880 à 1900, à peu près, quand ils n'étaient pas au pouvoir, la suppression de l'armée permanente. Hein, aujourd'hui que la guerre est à nos portes, hein, que les tensions internationales sont si fortes, hein, que peut-être qu'on va... Pour moi, on y va droit. Hein, vous savez, je finirai là-dessus, c'est pas négatif, mais ils ont senti la guerre venir progressivement. Ça s'est accéléré à partir de 1905. Tous les pays ont réarmé. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Ça arrive en 1914. Il y a eu un épisode, puis un autre épisode, il y a eu le Maroc en 1905, il y a eu les guerres balkaniques, il y a eu une deuxième crise marocaine, etc. Bon, ils l'ont senti venir. Et on a préparé les esprits. Hein, la bourgeoisie, l'État a préparé les esprits comme on nous prépare aujourd'hui. Et bien, ça aussi, je pense que ça vaut le coup de le lire, de le comprendre, parce que ça peut être un enseignement pour demain. Parce que justement, des gars qui se disaient internationalistes, des gars qui se disaient, un mouvement qui se disait, quand même, jusqu'à la dernière minute, hein, comment dire, la veille de sa mort, Jaurès était à Bruxelles pour éviter la guerre.
Eh ben non, moi je reprendrai une phrase de Jaurès, je dirais plus loin, vous la connaissez tous, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et c'est bien pour ça que moi je reste convaincu, en tant que militant communiste révolutionnaire de lutte ouvrière, qu'il faut abattre le capitalisme et abattre le pouvoir de la bourgeoisie. Bon, j'ai une dernière question question. quand même. Comment vous expliquez que celui qui nous gouverne en ce moment et qui a réussi à mécontenter la France entière est réélu une deuxième fois et même on nous annonce presque qu'il va être réélu, voire, enfin pas lui mais un macroniste. Comment un président qui mécontente tout un pays peut être réélu et perdurer comme ça me paraît complètement ubuesque. C'est un peu hors cadre. Oui, un peu hors cadre. Je vais être très court. Je vais être très clair. Je pense que c'est tous les reniements, toutes les trahisons de la gauche qui font qu'on est dans le merdier dans lequel on est aujourd'hui. Que ça soit demain un macroniste ou je ne sais pas qui d'autre, que ça soit un Darmanin, que ça soit je ne sais pas qui, ou que ça soit l'héritière Le Pen, tous ces gens-là sont les ennemis des travailleurs. Et justement, le mérite des socialistes à l'époque, c'est d'avoir dit et répété que la frontière essentielle, c'est la frontière de classe. Ceux qui sont du côté de la bourgeoisie ou ceux qui sont du côté des travailleurs, du prolétariat, de ceux qui font tourner la société. Et bien c'était ça le mérite de ces militants-là. Et ils avaient mis cette idée-là profondément ancrée dans la classe ouvrière. Et c'est cette idée-là, à mon avis, qui est porteuse d'avenir pour demain, quel que soit le résultat des élections. Pour moi, c'est quand la classe ouvrière, quand les travailleurs se remettront en bagarre, pour changer la société, qu'on aura une société moins pourrie. Bon, merci encore une fois à Thomas, d'abord pour le boulot qu'il a fait. Tu as mis des années pour quelques années. Et puis, vraiment, c'est un livre qui... c'est des ouvrages, vous les lirez maintenant ou plus tard. Mais et puis à faire connaître, à faire partager à des jeunes et des moins jeunes. Donc Thomas peut vous le signer et puis vous les paierez à la caisse en bas. Voilà pour ceux que ça intéresse. Merci à vous. Merci. Voilà. Et puis comme dans le mouvement ouvrier.